Alors, bonjour à toutes et à tous. Ah, ça ne marche pas. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous m'entendez? D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons, après ces 5 minutes de latence, voilà, parce que c'est quand même la première rencontre de ce matin, donc il faut laisser à tout le monde le temps d'arriver, et je sais que certaines personnes vont encore arriver, mais néanmoins, nous sommes journalistes, n'est-ce pas? Donc on a une préoccupation des délais qui nous honore. Voilà. Donc je me présente, je suis Arnaud Schwartz, donc le directeur de l'IJBA, mais surtout j'interviens ici aujourd'hui en qualité de secrétaire général de la conférence des écoles de journalisme. Je suis accompagné d'Anne Tesnas Dumoncel, qui est la déléguée générale de la CEJ en charge de l'organisation des états généraux de la formation et de l'emploi des jeunes journalistes dont nous allons parler ce matin. Et surtout, je suis très content d'accueillir à la table, alors dans l'ordre, voilà, en partant juste à côté de moi et puis en progressant, de Jem Taylan, donc de l'EPJT, étudiant à l'EPJT, d'Elena Lebeli de l'ESCAM, donc Marseille, de Lilian Ripper de l'EPJT lui aussi, et d'Eléa Bouvet de l'EJDG, donc l'école de journalisme de Grenoble. Voilà. Et naturellement, c'est surtout eux que vous allez avoir le plaisir d'écouter ce matin, puisque ces états généraux ont évidemment, ce sont ceux des jeunes journalistes, donc le premier rôle évidemment leur revient. Quelques mots de présentation avant de passer la parole à Anne et puis à nos étudiants. Les états généraux sont organisés donc par la conférence des écoles de journalisme. C'est un événement conférence des écoles de journalisme en partenariat avec le ministère de la Culture et dans le cadre du plan France Relance. Voilà. Le contexte, c'est celui d'une sortie de crise sanitaire qui a réinterrogé beaucoup de choses d'une manière générale, notamment dans les équilibres de vie que cette période de confinement, de télétravail, etc., ont évidemment réinterrogé très massivement, pas seulement dans le milieu du journalisme, mais aussi dans tous les secteurs d'activité, toutes les vies de salariés. Bien évidemment, les médias, comme d'autres secteurs, ont été impactés par cette période. Le quotidien des journalistes a été impacté par cette période. Et évidemment, en particulier, les jeunes journalistes, puisqu'on le sait, ils ont une insertion professionnelle voilà, qui est un moment à négocier, qui passe beaucoup souvent par le journalisme indépendant, par la pige. Et évidemment, eh bien, on a tous en mémoire l'arrêt net et brutal de la pige, un certain nombre, enfin, notamment au printemps 2020, qui a déstabilisé non seulement les rédactions, évidemment, mais aussi tous ces jeunes journalistes, et pas que jeunes d'ailleurs, à ce moment-là. Voilà. Donc il nous paraissait à la CEJ que le moment était venu, était opportun, propice pour créer les conditions d'un dialogue, et c'est ça l'objectif de ces états généraux, que nous espérons évidemment le plus fécond possible, entre les jeunes journalistes d'aujourd'hui, avec leurs aspirations, avec leur vision du métier, avec leur perception de ces réalités, et avec tous les acteurs du secteur des médias et de la presse, et au premier chef, évidemment, leurs futurs employeurs ou leurs employeurs, évidemment, donc, qui sont les entreprises de presse, les médias. Mais encore une fois, voilà, nous espérons que ces états généraux, chacun s'en emparera, et ça veut dire aussi les syndicats, les organismes paritaires, et évidemment toutes les associations qui font aussi vivre ce secteur, et surtout qui permettent à ce secteur de continuer à réfléchir et à s'interroger sur lui-même, à être capable de prendre un petit peu de distance sur lui-même. Nous, écoles, les 14 écoles reconnues réunies au sein de la CEJ, nous ressentons l'urgence de ce dialogue, puisque
et voilà, il nous semble vraiment qu'à la faveur de ce que j'ai rappelé là, de cette crise sanitaire et de tout ce que ça a déclenché derrière, eh bien, voilà, il nous semble que c'est le moment pour provoquer ce dialogue, pour l'inciter à prendre forme. Il fallait pour ça un cadre. Donc, ce cadre, nous espérons pouvoir le créer à l'occasion des États généraux, parce que nous avons vraiment cette conviction que quelque chose s'est passé à la faveur de cette crise sanitaire, que des choses sont en train de se cristalliser et que ce que nous sentons monter, parce que nous sommes en première ligne aux côtés des étudiants, et donc nous voyons bien de génération en génération tout ce qui peut monter comme préoccupation, mais aussi comme proposition, hein, pour faire évoluer ce métier et ses réalités, et bien voilà, qu'à un moment, nous, on a beau aussi se transformer de temps en temps en porte-parole de nos étudiants, parce que voilà, on est en première ligne et qu'on voit les générations montantes et on le dit aux employeurs. Et puis, les employeurs, peut-être, n'ont pas toujours cette capacité à entendre exactement ce que nos étudiants veulent formuler. Donc, à l'occasion de ces états généraux, en créant ce cadre, et en espérant que tout le monde jouera le jeu, eh bien, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que cette parole soit entendue, la parole des jeunes journalistes. Hein, ils ont le statut d'étudiants, ceux qui sont avec nous aujourd'hui, mais il ne faut pas les réduire à leur statut d'étudiants. Ce sont les futurs journalistes. Et évidemment, ces états généraux sont aussi ceux des jeunes diplômés, de ceux qui entrent dans la profession. Voilà. Deux petites choses juste pour préciser encore, et puis ensuite je passerai la parole à Anne. D'abord dire que ces états généraux, nous ne les envisageons pas comme un lieu supplémentaire d'échanges et de réflexion et de colloques et de tables rondes et tout ça. Il y en aura évidemment, et puisque j'ai dit qu'il allait y avoir dialogue, évidemment, nous allons créer les conditions de ce dialogue. Mais nous voulons aller plus loin que ça. L'idée, c'est vraiment que ces états généraux puissent être le lieu d'éclosion de propositions concrètes, d'échanges de bonnes pratiques, d'outils partagés, c'est-à-dire d'avancées réelles, vraiment concrètes, sur toutes les questions liées à la formation et à l'emploi des jeunes journalistes. Et puis, dernier point, voilà, vraiment redire que, de notre point de vue, et c'est un point de vue partagé puisqu'ils sont là, il faut vraiment faire en sorte que cette parole des étudiants puisse être portée et entendue. Ils ont déjà en fait commencé à travailler, donc Anne va en parler à l'instant, mais je voudrais juste signaler pour terminer que c'est la première fois dans l'histoire de la conférence des écoles de journalisme que nos étudiants se retrouvent pour autre chose que pour jouer au foot. Et donc, voilà, alors tout le monde a en tête, en tout cas, je vois des... Et donc, et d'ailleurs, vous l'avez vous-même noté hein, dans le rapport que vous avez d'ores et déjà écrit après votre séminaire parisien dont Anne va vous parler à l'instant. Mais voilà, et ça, je trouve que déjà, c'est un acte très fort et on va évidemment tous ensemble capitaliser sur ce premier moment. Voilà, merci beaucoup. Merci Arnaud, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais peut-être rapprocher un peu le micro. Oui, vous avez vu, et merci d'ailleurs aux assises qui nous ont littéralement permis d'inonder le site des flyers États généraux qui sont absolument partout. Donc nous vous donnons rendez-vous les 3 et 4 octobre prochains dans un lieu qui n'a pas été choisi par hasard puisqu'il s'agit de la Maison des associations pour la solidarité. Donc le mot solidarité, c'est un peu la trame et la ligne conductrice de toute l'action des États généraux, c'est-à-dire à la fois retrouver peut-être ou recréer ou améliorer une solidarité de métier entre les jeunes journalistes et les journalistes, quel que soit leur âge, qu'ils soient d'ailleurs actifs, à la retraite, étudiants, et également analyser au plus près ce qui peut finalement constituer une difficulté pour eux dans l'entrée dans le métier. Donc comme l'a dit Arnaud, c'est à la fois un diagnostic, c'est-à-dire est fait de multiples manières, donc ça, je vais vous raconter ça un petit peu en détail, et l'idée de poser des actions tout à fait tangibles et concrètes qui vont tout simplement améliorer la vie des jeunes journalistes entrant dans la profession. Ce diagnostic, il est posé aussi bien sur les cursus, sur l'amont des cursus, sur l'aval des cursus,
sur la façon dont on accueille les jeunes journalistes dans les rédactions, sur leurs attentes, et de regarder et de travailler ce différentiel entre ces attentes et la réalité du métier qui leur est proposé, notamment quand ils sortent d'école, après avoir fait tout un parcours où ils ont non seulement passé des concours difficiles pour entrer dans des écoles, suivi des cursus très exigeants pour entrer dans le métier, avec une entrée qui ressemble un peu plus à une entrée en pointillé par rapport à d'autres métiers ou secteurs qui sont capables d'offrir à des jeunes qui ont fait, et là je parle en particulier des 14 écoles qui sont reconnues par la Convention. Donc ces étudiants ont fait l'effort finalement d'être en ligne avec les attendus du métier, car vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, nous avons un dispositif unique au monde qui consiste à faire établir les prérequis des cursus de ces 14 écoles par le métier. Et donc, il pourrait paraître logique que le métier, à la sortie de ces écoles, accueille de manière au moins aussi efficace que dans les autres filières les jeunes étudiants qui sortent de ces cursus. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la dynamique des États généraux. On va l'aborder de multiples manières, et ça a déjà commencé. Tout ne commence pas le 3 et 4 octobre. Vous vous doutez bien qu'on a lancé toute une dynamique. D'ailleurs, on a 1 an pour le faire, grâce au ministère de la Culture qui nous soutient financièrement. Cette opération ne pourrait pas exister sans eux. Nous avons donc 1 an pour agir et changer, autant que faire se peut, les conditions réelles d'exercice du métier pour les jeunes journalistes. Donc, qu'avons-nous fait et que faisons-nous avant les 3 et 4 octobre ? Beaucoup de choses. Déjà, il y a toute une série d'actions portées par la CEJ en tant que telle, une série d'enquêtes notamment, qui visent à se donner un sol en termes statistiques de connaissances, parce qu'il y a les on-dit, il y a les perceptions, il y a aussi parfois des distorsions de regard. Évidemment, quand on a fait une école de journalisme il y a 20 ans ou 30 ans, on peut finalement être resté aussi à ce qu'il s'y passait. Voilà. Il y a d'ailleurs, je pense, un des premiers chantiers, une très grande méconnaissance de la réalité de ce qui se passe dans les écoles. Je ne sais pas s'il y a une méconnaissance dans les écoles de la réalité de ce qui se passe dans les médias, mais en tout cas, il y a un travail d'échange vraiment à améliorer, à construire, c'est une évidence. Donc, au menu des études que nous avons lancées, une dont nous attendons beaucoup, qui est une étude quanti lancée avec le cabinet Pluricité, qui va enquêter auprès des 4 cohortes, des 14, donc les 4 dernières cohortes, y compris celle de cette année, des 14 écoles de la CEJ, qui est une enquête vraiment très approfondie pour savoir où ils sont, que font-ils, quels sont les problèmes qu'ils ont identifiés, est-ce qu'ils ont des problèmes de rémunération, voilà. Quel type de problème? C'est un questionnaire qui a été envoyé il y a maintenant 15 jours aux étudiants, et dont nous aurons la restitution assez rapidement avant une réunion de toutes les directions d'école le 1er juin qui va faire une analyse de ces résultats. Au terme des études et des diagnostics, nous faisons également une enquête sur les bonnes pratiques des écoles en termes d'insertion. L'insertion, on la voit, nous, à la fois en amont et en aval. En amont, c'est toute la question de l'égalité des chances, de la diversité, donc comment les modalités des concours la favorisent ou pas. C'est aussi l'aval, qu'est-ce que font les écoles pour aider à l'insertion donc des étudiants dans le métier. Je rappelle d'ailleurs que dans ce fameux référentiel de la CPNEJ qui, en fait, est un peu la guideline des cursus des 14 écoles, il y a une partie consacrée à l'insertion dans le métier. Je crois que j'avais noté les mots exacts. Un jeune journaliste donc suivi qui est dans ces cursus doit être informé de l'état du marché du travail par type de média et par fonction, être préparé à la recherche d'emploi, connaître les acteurs de l'accompagnement vers l'emploi et de la formation professionnelle, être préparé à la création d'une entreprise d'information. Je vous le rappelle parce que on ne le sait pas forcément, en fait, mais c'est dans le référentiel de la CPNEJ, donc c'est très précis. Référentiel qui fait, je sais pas, 8 pages, 7 pages, donc c'est un tout petit élément de tout ce qu'un jeune étudiant journaliste doit savoir, et le référentiel est, à vrai dire, impressionnant pour une vieille journaliste comme moi.
Donc, études sur les bonnes pratiques en matière d'insertion. Également réflexion sur les cursus, sur le plan académique. Ça, c'est un peu ma marotte, mais la question climatique va évidemment traverser les états généraux. Et est en réflexion le fait de créer des éléments de cursus en plus, optionnels, qui seraient accessibles aux 14 élèves, aux élèves des 14 cursus. Ils sont un peu plus nombreux, heureusement, j'espère. Mais donc, travaille aussi sur cette dimension climatique. Nous avons pour la première fois, et à l'occasion, et malheureusement, de la guerre en Ukraine, initié un premier webinaire commun aux étudiants des 14 écoles, où l'idée c'était de créer un partage de paroles entre des journalistes confirmés. Donc là, c'était sur le thème de couvrir la guerre. Là aussi, c'est très emblématique de l'idée des États généraux. C'est de créer le lien entre les jeunes journalistes et les journalistes confirmés et de faire de la transmission de savoir comme de savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment le cœur du propos. En termes, donc il y a cette partie diagnostic, cette partie travail sur d'éventuels cursus communs. Le mot mutualisation est l'autre mot-clé des États généraux. Nous cherchons au maximum à favoriser la mutualisation entre les établissements, sachant que chacun d'entre eux a une valeur ajoutée spécifique que n'ont pas les autres et qu'il faut les chercher pour appuyer en fait cette mutualisation. Donc ça, c'est vraiment la clé. Partie diagnostic, maintenant partie action. Nous avons, depuis janvier, lancé tout un tas d'actions dans les écoles. Ce sont les écoles, d'ailleurs, qui les ont lancées. Chaque école choisissant sa thématique, mais en lien avec l'insertion. Il y en a qui ont travaillé sur les nouveaux modes d'acquisition de l'information, comme Cannes. D'autres sur l'égalité des chances et la diversité, comme l'IJBA à Bordeaux. Lille, je vois que Corinne et Pierre Savary sont là, ont travaillé sur un livret, quelque chose autour du stage, enfin vraiment une façon aussi d'accompagner les élèves sur la question des stages. Enfin bref, chacun a choisi sa thématique. Lannion sur le mentorat des jeunes filles qui vont aller dans des rédactions assez masculines comme les rédactions du monde du sport. Voilà, chaque action, chaque école a lancé son action. L'idée, c'est que là aussi, on va restituer un peu les diagnostics et les leçons à tirer de ces actions. Et que le principe, c'est que toute action d'une école est partageable avec les 13 autres écoles. Donc ça aussi, c'est nouveau. Et ça témoigne aussi d'une envie forte de mutualisation au sein de la CEJ. Parmi ces actions, et voilà, qui expliquent leur présence, nous avons pour la première fois rassemblé les étudiants des 14 écoles pour parler du métier. Donc ça a eu lieu à Paris les 2 et 3 avril dernier. C'était un peu un pari, justement. Et ça a été, je dirais, un moment extraordinaire, partagé avec eux, où alors ils avaient totalement carte blanche sur l'organisation, le menu de ces 2 jours. Et je vais leur laisser la parole, mais au nom de la CEJ, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de choses convergeaient vers le regard de la CEJ et qu'on espérait bien qu'à l'issue des États généraux, un certain nombre de leurs propositions allaient devenir réalité. Voilà, maintenant je leur passe la parole. Donc on commence par... Non, par Léa. Bonjour à tous, merci déjà d'être venus assister aussi à cette restitution qui, je pense, nous tenait à cœur un peu à tous. On avait envie de partager un peu ce qui s'est passé. Déjà, peut-être vous partager notre ressenti sur ce premier week-end. Comme l'a dit Anne, c'était inédit. D'habitude, on se rencontre essentiellement pour jouer au foot une fois par an. Et donc, c'est pas forcément l'endroit où on réfléchit le plus à la formation et aux enjeux. Ce qui a été, je pense, très agréable pour chacun d'entre nous, c'est que, au-delà de partager une envie de ce métier et donc de s'être retrouvés aussi là-dessus, et ça c'était chouette, on a pu se rencontrer aussi sur des problématiques communes, sur des questionnements qu'on avait en commun. Et même si des fois en interne à l'école, on fait part de nos doutes, de nos anxiétés des fois, vis-à-vis de ce qui arrive pour la suite, de ce qui nous semble
compliqué. Là, c'était agréable de pouvoir le généraliser avec les étudiants des 14 autres écoles et de se rendre compte qu'il y avait vraiment des tendances, qu'on n'était pas isolé des fois dans ces problématiques-là. Donc ça, je pense, ça a été la première chose vraiment très agréable pendant ce week-end. Ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, ça nous a permis de sortir un petit peu la tête de notre école, de se rendre compte qu'il y avait la CEJ. Pour être parfaitement honnête, je pense que chacun d'entre nous n'en connaissait juste le nom, mais pas vraiment le rôle avant ce week-end-là. Donc ça nous a permis de se rendre compte qu'il y avait des institutions au-dessus de nous, qu'il y avait des gens qui étaient là aussi pour nous aider, qu'on pouvait travailler ensemble sur des projets comme celui des États généraux. Et donc ça aussi, c'était vraiment un élan intéressant. Il y a eu vraiment une énergie assez incroyable pendant ce week-end. Comme le disait Anne, on ne savait pas à quoi s'attendre en fait. C'était complètement inédit. On ne savait pas s'il y allait avoir un peu de concurrence aussi, mine de rien, parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même une sorte de concurrence entre les 14. Mais nous, en tant qu'étudiants, dans nos ressentis, c'était pas du tout le climat. Au contraire, c'était vraiment très agréable de se rassembler là-dessus. Peut-être que vous voulez aussi partager un petit peu votre ressenti sur ce week-end-là avant qu'on rentre plus dans le détail dans ce qui s'est dit, dans les propositions qui ont émergé. Bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, avec Jem, on est parti à 4, nous, de l'EPJT. Il y a Sarah qui est là également et Doralie pour les états généraux et on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre du tout. Moi, j'ai été agréablement surpris par l'envie qu'avaient tous les étudiants de travailler ensemble et surtout de coopérer plus que d'aller au-delà de la concurrence qu'il y a entre les écoles, de faire en sorte qu'on travaille plus étroitement entre les écoles pour développer des projets et aller tous dans le même sens. Donc on va détailler après plus en détail ce qu'on a dit au sein des ateliers, mais il y avait une énergie qui était assez incroyable. Oui, je pense que clairement, moi ce qui m'a vraiment frappée à ce moment-là, c'est que vraiment on avait un peu tous les mêmes questionnements, les mêmes problématiques en fait. On avait tous pensé à ça un peu auparavant, mais chacun un peu de notre côté. Et là, on s'en est tous rendu compte dans les thématiques qu'en fait, c'était un peu la même chose, les mêmes sujets qu'on avait envie de discuter, de débattre et de trouver des solutions. Et c'est vrai que c'était assez beau de voir ça, au-delà de la concurrence des écoles, tout ça, qu'en fait, on avait les mêmes problématiques. Et je voudrais aussi ajouter qu'au-delà de notre statut d'étudiant, on a vraiment discuté comme des futurs confrères et on a vraiment mené des réflexions sur le métier en tant que tel et non pas seulement sur notre formation. Notamment, je pense à nos réflexions sur le statut de pigiste, par exemple. On a beaucoup travaillé là-dessus. Donc c'était vraiment très constructif, des débats très constructifs et je pense que oui, l'énergie était là et l'envie était là. Je peux juste poser une question. Vous étiez 2 par école, c'est ça ? 2 à 3. 2 à 3 et choisi comment ? exactement. Oui. Donc l'exception de l'EPJT, on était 4, c'était des binômes et des trinômes. Voilà. Donc, comme l'a expliqué Anne précédemment, effectivement, c'était une carte blanche. Donc, nous, on avait réfléchi un petit peu avant aux thématiques qu'on voulait aborder tous ensemble. Et puis après, spontanément, on a fait des tables rondes par thématique et on a commencé à discuter. D'abord, mettre des mots sur le constat, mettre des mots sur comment ça fonctionnait dans les écoles, se rendre compte qu'il y avait des disparités. Et petit à petit, donc, ont émergé 7 thématiques assez précises, qui sont donc les 7 thématiques restituées dans notre compte-rendu. Donc d'abord, un point sur la pige, la formation, l'accompagnement et le statut de pigiste, on en parlera juste après. La carte de presse, avec l'éventualité d'une carte étudiante qui a émergé. La collaboration entre les écoles, on parlait tout à l'heure de la nécessité de créer du lien aussi et d'avoir cette mutualisation des connaissances aussi. Donc des différences entre les formations qui, même si elles ont leur spécificité, leur identité, et ça c'est une chose qu'on ne veut pas forcément changer, il y a aussi des fois des vraies inégalités derrière au moment de l'insertion professionnelle, donc on l'a évoqué aussi. On a parlé des discriminations et des violences au sein des écoles et au sein des stages. On a parlé des conditions de travail et de la question du métier passion, voilà, donc je vous parlerai tout à l'heure. Et puis on a parlé aussi de la diversité, voilà. Donc on peut commencer dans l'ordre, je crois que c'est toi qui commence, pour vous parler un peu de certaines des propositions. On ne pourra pas tout vous dire, le compte-rendu est assez vaste, mais au moins donner une idée des... voilà, le reste sera pour octobre, il faudra venir à ce moment-là. Donc la première thématique qu'on a abordée concernait la pige.
Donc, nos réflexions sur cette thématique de la pige sont parties de constats communs. Premièrement, l'idée préconstruite avant même d'arriver en école que la pige et la précarité vont de pair. Le manque de formation sur les fondamentaux de la pige dans nos écoles, le manque de représentation de la diversité des pigistes, et enfin le manque d'accompagnement à la sortie de l'école au moment de débuter l'expérience de la pige. Donc nous pensons que la pige, ce n'est pas seulement produire et vendre un projet journalistique, c'est aussi tout un travail administratif, une manière de vivre, une façon d'interagir avec des médias. Et donc en somme, la pige est un mode de vie assez particulier que l'étudiant devrait pouvoir appréhender au cours de sa formation. Donc pour permettre aux futurs journalistes de mieux appréhender ce statut, nous proposons donc 2 pistes complémentaires. La première serait d'ajouter un module d'initiation à la pige dans les maquettes des 14 écoles. Et deuxièmement, financer l'organisation d'une journée des anciens dans chaque école et la mise en place d'un système de parrainage et de réseau d'anciens. Donc, en ce qui concerne le module d'initiation, il sera donc dispensé en 2 ans, en première année de master et donc en deuxième de BUT. Un cours de 3 à 6 heures donc initiera les étudiants aux fondamentaux de la pige, c'est-à-dire la rédaction de synopsis, comment construire, comment contacter les personnes dans les rédactions, les avantages et les inconvénients de ce statut de pigiste. Et en deuxième année donc, du master, il y aura 2 heures de cours pratiques toutes les 2 semaines qui permettrait donc un accompagnement aux étudiants qui souhaiteront faire de la pige en sortie d'école. Donc certaines écoles pourraient mettre en place d'ores et déjà des partenariats avec des médias locaux pour qu'on puisse, en tant qu'étudiant, piger avant même de s'insérer professionnellement. Et donc en parallèle, on a aussi proposé une intensive de 2 à 3 jours pour apprendre à gérer administrativement et logistiquement une vie de pigiste, c'est-à-dire comment s'occuper des papiers, des fiches d'imposition et trouver un appartement alors que nous aurons des revenus irréguliers. Donc, pour ce qui est du financement d'une journée des anciens et du système de parrainage entre jeunes diplômés et anciens des écoles, l'objectif serait de déconstruire les mythes et les angoisses projetées sur l'expérience pigiste. Donc le système de parrainage pourrait servir non seulement un partage d'expérience, mais aussi un partage de matériel, de réseau, de contacts, une aide pour le logement, l'hébergement. Donc on a également réfléchi dans ce sens-là une plateforme qui mettrait à notre disposition une carte de France interactive des médias pour faciliter la pige. Donc cette carte indiquerait pour chaque rédaction le nom précis de la personne à contacter pour proposer une pige, son numéro de téléphone éventuellement, le type de synopsis et de format demandé, ainsi que le montant des piges. La plateforme proposera une deuxième carte interactive, cette fois-ci des journalistes étudiants en journalisme, pour que les étudiants en journalisme ne soient plus freinés dans leur choix de stage à cause de la localisation des rédactions. Donc cette carte permettrait de mettre en commun l'adresse et la disponibilité des jeunes journalistes étudiants et des journalistes qui sont dans le métier. Donc chaque journaliste étudiant pourrait indiquer son lieu et ses capacités d'hébergement, nombre de personnes et durée sur la plateforme, et les étudiants ou les jeunes pigistes ayant besoin d'un hébergement temporaire dans le cadre d'un stage ou d'un contact ponctuel puissent se mettre en contact. Ce serait l'objectif. Et enfin, on a également pensé à un onglet de la plateforme qui permettrait aux journalistes pigistes de mettre en vente à prix réduit le matériel dont ils n'ont plus l'utilité pour eux, pour faire une sorte de Le Bon Coin des journalistes. Et donc nous estimons enfin qu'un nouveau statut pour les pigistes est une proposition ambitieuse mais nécessaire. En 2001, la CCIGP, c'est-à-dire la commission qui s'occupe des cartes de presse,
dénombrait 7603 journalistes pigistes qui possédaient une carte de presse. Et 10 ans plus tard, ce nombre est passé à 8296. Donc en constante augmentation. Les pigistes doivent se montrer de plus en plus flexibles et polyvalents. Et ils doivent être disponibles d'accepter de dépendre du bon vouloir des rédactions, sans garantie de pérennité dans leur activité. Et comme l'évoquait Arnaud Schwartz tout à l'heure, avec le Covid, le nombre de pigistes ont vu leur activité s'arrêter du jour au lendemain, voire se réduire grandement, avec un système d'allocation chômage inadapté à leur activité ponctuelle. Et donc par conséquent, se voir accorder un prêt, devenir locataire, voire propriétaire, sont des actes de la vie courante qui sont devenus très difficiles pour les pigistes. Donc c'est pourquoi nous estimons que le statut de pigiste doit évoluer pour que les journalistes puissent bénéficier d'une situation financière plus stable, puissent exercer leur métier de pigiste pérennement, sereinement. Il faudrait en ce sens créer un système d'assurance chômage spécifique aux journalistes pigistes, proche du modèle de l'intermittent du spectacle. C'est ce qu'on s'est dit. Donc pour enrichir cette réflexion et la confronter à la réalité du terrain, nous comptons organiser une consultation auprès de journalistes pigistes et de leurs représentants. Un questionnaire présentant les points évoqués sera soumis. Et donc les réponses permettront d'enrichir, de modifier ce projet. Il sera restitué et présenté officiellement aux entreprises de presse lors des États généraux en octobre. Maintenant, en ce qui concerne la carte de presse, donc une deuxième thématique que nous avons abordée, on s'est dit que de nombreux étudiants et étudiantes en école de journalisme se retrouvent aujourd'hui face à des situations complexes sur le terrain. Le manque de légitimité et les sources qui questionnent parfois notre statut, mais aussi l'impossibilité d'accéder à des événements institutionnels ou manifestations qui sont encadrés par les forces de l'ordre, nous pose des difficultés pour couvrir ces événements en tant qu'étudiants. Donc nous avons réfléchi à la possibilité d'inciter la CEJ à créer une carte étudiante pour les journalistes étudiants en journalisme, qui serait reconnue par toutes les 14 écoles, mais aussi par l'État et les différentes institutions. Cette carte donc, aurait plein d'avantages pour nous. Elle permettrait tout d'abord de nous sensibiliser à la déontologie journalistique, à nos droits et devoirs. Elle serait un outil qui nous amènerait à réfléchir à notre posture professionnelle et elle pourrait nous responsabiliser, qui nous amènera à réfléchir, responsabiliser à la fois face à nos sources et face aux différentes institutions. Et donc, comme je disais, lors des manifestations ou d'autres événements sensibles, nous sommes souvent confrontés à une demande de documents qui prouvent notre identité et notre qualité de journaliste. Cette carte représenterait donc un outil de reconnaissance entre l'apprentissage, la formation et la vie professionnelle. Donc pour mettre en place cette carte étudiante, nous proposons plusieurs conditions. Tout d'abord, cette carte serait donnée à toutes les étudiants des 14 écoles de journalisme reconnues et serait renouvelée chaque début d'année et résiliée en cas d'abandon de la filière. S'accompagnerait également d'une formation afin de déconstruire les mythes professionnels. Donc, cette formation a dû créer les étudiants et étudiantes en journalisme sur la psychologie du traumatisme et les implications pour la couverture de l'actualité. Elle sera délivrée par la CEJ et non pas par chacune des écoles. Donc, la carte serait expliquée et décrite sur le site de la CEJ. Elle serait accompagnée par une charte d'éthique et de déontologie qui serait signée par les étudiants. Et enfin, on souhaiterait que cette carte bénéficie d'une reconnaissance de la part de la CCIGP, même si cela semble compliqué parce que, malgré tout, on a un statut d'étudiant et pas de professionnel. Tu as terminé ? Oui. Juste, si vous m'autorisez, juste une toute petite remarque par rapport à ça, mais pas pour évidemment juger du fond des propositions, mais juste voilà, sur comment ces propositions-là peuvent s'intégrer dans les réflexions présentes et à venir des États généraux. Par exemple, sur vos constats et vos demandes sur la pige. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est d'entendre la formulation de cette demande-là, alors même que dans beaucoup d'écoles, nous avons déjà la sensation de faire plus qu'avant et de faire pas mal, étant donné tout ce que vous devez par ailleurs acquérir sur ces sujets-là. Donc ce qui est intéressant et ce qu'il faudra creuser, c'est pourquoi vous continuez à avoir ce ressenti-là, alors que nous, on a l'impression d'avoir beaucoup progressé sur le même sujet. Voilà, donc est-ce qu'il y a un problème d'inadéquation entre exactement l'attente et ce que nous, on croit devoir vous délivrer, etc. Ça c'est un sujet de dialogue très intéressant. Sur la question de la carte, voilà, juste pour souligner que là, pour le coup, vos attentes et celles des établissements de membres de la CEJ se rencontrent, puisque évidemment personne n'a encore trouvé la martingale, mais et on l'a bien vu au moment de la crise sanitaire, au moment aussi où on a dû vous délivrer des attestations pour pouvoir aller quand même sur le terrain, parce que vous aviez des cours pratiques que vous étiez autorisé à les suivre, et que apprendre le journalisme en étant juste dans le hall de l'école, c'est un peu compliqué. Donc on a dû faire déjà ces premières expériences de manière concertée. Et puis bien évidemment aussi, le sujet s'était posé au moment du mouvement des Gilets jaunes, où effectivement le statut de nos étudiants à cette période-là, et quand il était question de couvrir un certain nombre de manifestations, etc., s'est posé. Donc là, vous avez une attente, et les écoles ont identifié aussi un sujet. Donc effectivement, cette question d'une carte permettant aux étudiants et étudiantes des écoles de journalisme reconnues de pouvoir bénéficier d'une sorte d'un statut de pré-reconnaissance par le métier est un vrai sujet qui nous occupe aussi, quoi. Je voulais juste ajouter quelque chose, puisque dans le cas de la préparation des états généraux, il y a eu beaucoup d'échanges avec les écoles, et que sur ce que tu dis, Arnaud, de la préparation à la pige, en fait, c'est la question du bon moment a été souvent posée, c'est-à-dire que ce qui est dit à un moment où il n'y a pas de besoin n'est pas forcément entendu ou intégré. Et de la même manière se pose la question de ce qui se passe après l'école. C'est-à-dire voilà, à quel moment ce qui est transmis sur voilà, l'insertion dans le métier, la pige, ce genre de choses, il y a une efficacité maximale des deux côtés, en fait. Je crois qu'il y a une demande d'intervention. Il faut le micro. Il faut prendre le micro parce que c'est enregistré. Désolée. Je vais pas retourner à ma place du coup, comme ça je vais pouvoir vous rendre le micro. Catherine Lozac, je suis la présidente de la commission de la carte. Je voulais d'abord remercier l'ensemble des organisateurs de ces états généraux, parce que nous avons été une des premières institutions, je crois, à être sollicitées. Je vois avec satisfaction que les choses évoluent un petit peu sur les demandes, parce que c'est vrai que l'entrée dans la profession pour nous est quelque chose qui est extrêmement important, auquel nous sommes très attachés, de pouvoir accueillir les nouveaux journalistes. Et d'ailleurs, après le creux de la pandémie, où nous avons eu une grande baisse des premières demandes, nous avons de plus en plus de premières demandes l'année dernière et cette année, donc c'est une bonne chose. Et j'entendais le questionnement sur une carte qui puisse vous permettre de faire un pont entre votre vie d'étudiant et votre vie professionnelle à venir. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de dire non, mais que parfois il faut savoir le faire. Et qu'en l'occurrence, la commission de la carte est une émanation de la loi, que nous avons un cadre juridique qui fait aussi notre crédibilité, et que donc nous ne pouvions pas dire oui à cette demande de carte d'étudiant, puisque nous donnons une carte de journaliste professionnel, que nous sommes dans le droit du travail, dans le code du travail, et qu'effectivement en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas dans notre champ. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à vous. Et donc de voir que l'ensemble des écoles arrivent éventuellement à se mettre d'accord pour une carte commune, qui est aussi un poids, ça nous conforte dans l'idée de regarder ce qui se passe d'un petit peu plus près. Et nous, effectivement, nous sommes en train de réfléchir au sein d'un groupe de travail, voir comment peut-être au niveau de la remise de diplôme, éventuellement, si c'est le meilleur moment, ça sera à discuter avec vous, pour voir
comment nous pourrions éventuellement imaginer un document qui serait remis à chacun des futurs journalistes professionnels pour mieux leur expliquer ce qu'est la carte et les enjeux qui sont autour de cet outil de travail. Voilà. Donc, je voulais juste profiter de ce que vous disiez sur la carte de presse pour vous dire voilà, qu'on est à l'écoute de ce qui se passe, qu'évidemment, on sera au mois d'octobre à Paris et qu'on suit ce qui se dit pour l'entrée des journalistes dans la profession. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Je vais maintenant parler des ateliers sur lesquels j'ai travaillé. En fait, quand on s'est rendu à Paris, on s'est rendu compte qu'on connaissait très peu la CEJ, ce qu'a dit Léa tout à l'heure. Et en fait, pour nous, la CEJ, c'est une plateforme sur laquelle on va poser nos candidatures pour les écoles de journalisme, mais ça s'arrête là principalement. Et c'est un label qui est commun aux 14 écoles, mais on s'est dit que ça pourrait être bien de faire en sorte d'aller plus loin dans les interactions inter-écoles pour justement que ce soit plus qu'un label et qu'il y ait de vrais projets qui soient mis en place. Il y a des choses très faciles qui pourraient être faites, comme par exemple un système de jumelage entre des étudiants de différentes écoles ou mettre en place des événements communs à toutes les écoles de journalisme. Ça a été mis en place cette année, par exemple, par le biais de conférences Zoom sur le reporter de guerre. Je crois que toutes les écoles y ont participé. Et ça pourrait être fait aussi sur la pige si on a des enseignements communs à toutes les écoles, et donc on aurait peut-être plus le sentiment d'appartenir justement à ces 14 écoles de journalisme. D'autres projets qui pourraient être mis en place, ce serait des délocalisations. On a abordé ça pendant ce week-end. Ça s'est passé cette année, je crois, avec des étudiants du CELSA qui sont allés à Marseille parce qu'ils n'ont pas pu partir à l'étranger. Et donc ça a permis aux étudiants de se rencontrer. Peut-être que, Elena, tu peux en dire un petit mot. Oui, je pense que c'était une première, je crois. Et ça a été pas mal parce qu'il y a eu vraiment des échanges, notamment un groupe Messenger où il y avait des échanges de contacts pour des sujets. Et puis aussi autour de verres pour se rencontrer un peu plus en soirée. Donc, voilà. Du coup, l'idée à terme, ce serait de faire des vrais projets journalistiques entre les étudiants d'école, ce qui permettrait aussi, au-delà de ça, de nous apprendre à nous connaître. Deux derniers points qu'on a abordés, ce serait la création d'une plateforme style Jinkyo pour créer des portfolios des étudiants avec nos productions, nos CV, ce qui permettrait aux médias de venir rechercher un peu des profils qu'ils recherchent, et puis aux étudiants d'apprendre à se connaître, de se mettre en lien entre eux. Si par exemple deux étudiants sont intéressés par l'actualité internationale, pourquoi pas créer des projets ensemble et aussi s'inspirer du travail qui est fait dans les autres écoles de journalisme. Et puis un dernier point ce serait de créer un catalogue au sein de la CEJ sur le site, du coup, qui référencerait toutes les écoles de journalisme. Ça permettrait d'aller au-delà des classements qui sont parfois publiés sur Internet, qui classent du coup les écoles, et qui permettrait de donner un peu les spécificités de chacune des écoles et d'aller au-delà de dire de valoriser ou de dévaloriser les écoles, parce que chacune ont leur singularité et leur histoire. Et puis le second atelier sur lequel j'ai travaillé et qui était assez important, c'était la formation. Alors pour le coup, ça a été un peu compliqué parce que je pense que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place pour les écoles. On n'a pas forcément eu l'impression que toutes nos propositions avaient été bien accueillies, mais de toute façon, c'est aussi ça le but de cette concertation, c'est nous de pousser des idées et après aux écoles de s'en saisir ou pas. On est venu au constat que pour appartenir à la CEJ, les écoles doivent respecter un certain nombre de critères et que malgré tout, il y a des disparités assez grandes entre les formations qui peuvent amener à des inégalités au moment de l'insertion professionnelle. Donc pour nous, le but, c'est pas de créer une formation qui soit homogène parce que ça n'a pas de sens. Chaque école a ses spécificités. À l'EPJT, par exemple, on a une spécialité sur le fact-checking. Je crois que l'IJBA, c'est le data, si je dis pas de bêtises. Mais plutôt d'avoir une harmonisation entre les écoles par un socle de pratiques communs de divers enseignements, que ce soit en télé, en radio, mais aussi on a parlé de la pige, ça pourrait être aussi des cours en agence pour se préparer de manière équitable à la bourse AFP, par exemple. Donc on a parlé d'établir un seuil de pratique commun
en M1 à toutes les écoles de journalisme. On a notamment pointé un problème qu'on a à l'EPJT, c'est qu'on n'a pas de pratique en première année en radio et en télévision, et que pour postuler en alternance, ça peut être compliqué dans la mesure où c'est difficile de justifier d'une alternance quand on n'a pas de pratique derrière, et qu'après ça dépend du bon vouloir des médias de nous prendre face à un étudiant qui a peut-être déjà 50 heures dans les pattes. Donc on se serait dit que ce serait pas mal d'avoir ça en première année. Également, on a également parlé du mémoire. Alors on est plusieurs écoles de journalisme. Je porte pas juste ma voix parce que c'est des débats qu'on a déjà eu à l'EPJT, mais c'est des questionnements qui ressortaient aussi des étudiants de l'IJBA, un petit peu du QEJ notamment et du CELSA surtout, qui ont 2 mémoires à faire, un en M1 et un en M2. Et donc on s'est dit que ça pourrait être peut-être, pourquoi pas, réfléchir à mettre en place un seuil de page maximale ou peut-être faire en sorte de limiter à un mémoire par formation, parce que c'est difficile de faire 2 mémoires sur 2 ans. Et une chose qui me semble peut-être plus réalisable, ce serait de faire en sorte de fixer les dates de rendu, pas en même temps que les bourses, parce que pour les étudiants qui sont en seconde année, c'est quand même très compliqué de passer des bourses et en même temps de rendre des travaux qui sont très conséquents et qui prennent une année à être mis en forme. Voilà pour la question du mémoire. On a également parlé de mettre en place des cours pour se former aux nouvelles écritures numériques, que ce soit en termes de vidéos ou sur les réseaux sociaux. C'est des choses qu'on n'a pas tous dans nos formations et qui devient de plus en plus essentiel, incontournable quand on rentre sur le marché du travail. Donc ça pourrait être quelque chose qu'il faudrait réfléchir. Ce qui est également ressorti de nos échanges, c'est que les étudiants avaient parfois peu de retours sur les productions qu'ils produisaient et sur ce que les responsables des formations pensaient de leur travail. Et donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'instaurer des entretiens personnalisés entre les étudiants et les responsables pédagogiques pour justement discuter de la formation, mais aussi de leurs projets professionnels. Et ça permettrait aussi peut-être de nous rassurer sur la sortie d'école. Enfin, il y a 2 points qu'on a abordés qui sont, à mon sens, très, très importants. Ce serait de créer une plateforme pour recenser toutes les offres d'alternance, parce qu'aujourd'hui, on sait que les offres d'alternance, elles n'arrivent pas à toutes les écoles. Alors, il y a certains médias qui ne publient même pas d'offres d'alternance, il y en a d'autres qui les envoient à certaines écoles, et après, c'est en fonction de qui on connaît. Donc, des fois, on reçoit l'offre, des fois, on ne la reçoit pas, et ça permettrait... Si cette plateforme serait créée sur le site de la CEJ, ça permettrait de toutes les recenser et donc d'avoir une équité d'accès aux offres et permettre à tous les étudiants de toutes les écoles de postuler, ce qui est quand même important. Et puis un autre point qui rejoint ça, c'est la question des bourses. Alors c'est une question qu'on a discutée également à l'EPJT. Aujourd'hui, il y a des écoles qui plaident pour que les bourses ne soient ouvertes qu'aux non-alternants, tandis que d'autres les font passer également aux alternants. Ce qui était intéressant de voir, c'est que la plupart des étudiants étaient d'accord pour que les bourses soient ouvertes seulement aux non-alternants, ou alors qu'il y ait 2 bourses qui soient créées, des bourses pour les alternants et des bourses pour les non-alternants, parce que forcément ça fausse la concurrence quand il y a des étudiants qui sont depuis 1 an dans un média, ils ont une pratique que les étudiants en école n'ont pas, et donc c'est plus difficile pour les étudiants qui ne sont pas dans un média de s'insérer sur le marché, parce que les bourses, ça permet à ces étudiants de décrocher un CDD à la sortie d'école. Quand on a parlé des bourses, on a également discuté du fait que la plupart des bourses qui se passent sur Paris, ça fausse également la concurrence, parce qu'il y a beaucoup d'écoles à Paris, d'autres qui sont en région, et quand on ne connaît pas le terrain, c'est pas évident d'aller trouver un sujet, c'est pas évident d'avoir les contacts, on n'est pas au courant forcément de ce qui se passe dans la ville, des fois on ne sait même pas se déplacer, on ne connaît pas les lignes de métro, etc. Donc pourquoi pas faire en sorte que les étudiants qui sont en région passent la bourse sur leur terrain d'école, ce qui permettrait de rétablir un peu cette équité. Voilà, alors sur cette question de bourse, on en avait parlé avec Pascal Guéné, qui est du coup président de la CEJ, qui nous a rétorqué que les critères de bourse étaient définis par les médias, et donc ce n'était pas aux écoles de décider s'ils avaient ou pas le droit d'envoyer des étudiants alternants ou non alternants.
Nous, en tant qu'étudiants, on pense que si toutes les écoles de journalisme se mettent d'accord pour dire on n'envoie pas nos étudiants en alternance, on pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes vis-à-vis des médias de l'accepter. Voilà. Et puis un dernier point qu'on a abordé, c'est le fait qu'à la sortie d'école, il y a des relations entre certains médias et certaines écoles qui bénéficient de traitements particuliers pour décrocher certains CDD, donc qui en dehors de tout cadre de recrutement, on va dire, équitable. Et c'est problématique pour la profession parce que quand on est en école de région, par exemple, on n'aura peut-être pas les mêmes chances que les étudiants qui sont en école parisienne et c'est pas normal tout simplement, et je pense que ça nuit à la coopération entre les écoles et que ça joue. Oui, la diversité dans les médias, parce qu'après, il y a des médias qui se retrouvent avec un pourcentage d'étudiants qui sortent de la même école. Et donc, c'est une piste sur laquelle les écoles devraient... Voilà, j'ai terminé. Je passe la parole à Elena. Merci. Alors, du coup, l'autre thématique sur laquelle on a réfléchi et où j'étais dans cet atelier-là, c'était la diversité, notamment la diversité dans les écoles. À la fois par rapport aux étudiants, mais aussi aux intervenants. Et donc, on a commencé par définir la notion de diversité, qui est donc pour nous l'ensemble de caractéristiques qui diffèrent de la norme dominante. La norme dominante étant schématiquement, bien sûr, les hommes blancs cisgenres, c'est-à-dire les personnes qui s'identifient à leur genre. Et on a constaté que malgré des avancées, notamment grâce aux prépas égalité des chances, la chance et la prépa ESJ Bondi Blog, on avait quand même toujours un manque de diversité de profils avec une certaine homogénéité. Et on a conscience que c'est un problème qui est systémique parce que plus on avance dans les études, moins il y a de diversité de personnes. Et on s'est demandé donc que faire à notre petite échelle au niveau des écoles. Et premièrement, la première mesure à laquelle on a pensé, c'était le fait de plus investir dans l'éducation aux médias. On sait qu'il y a des écoles qui le font déjà avec des ateliers dans les collèges, les lycées, mais ce n'est pas le cas de tous. Par exemple, à Marseille, où je suis, on n'a pas du tout mis ça en place et ça pourrait être pas mal de le généraliser, notamment en l'intégrant dans la maquette et dans les mesures de la CEJ. On a aussi pensé au fait de faire un système de tutorat entre des élèves justement de ces collèges et lycées qui voudraient peut-être devenir journalistes et un étudiant en école. Et on a aussi pensé au fait d'élargir la communication des écoles pour toucher plus de monde, par exemple en participant à des salons étudiants, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de salons étudiants où il y a des écoles privées, mais les écoles de journalistes, 14 écoles reconnues, ne sont pas forcément hyper dans la communication dans ces salons. On a aussi pensé aux côtés donc des intervenants extérieurs d'avoir peut-être une parité, parce qu'il y a des écoles qui montraient qu'il y avait beaucoup d'hommes quand même, et aussi pas beaucoup de personnes racisées. On s'est aussi dit qu'investir dans la sensibilisation aux questions de diversité pour les étudiants, ça serait une bonne chose, notamment dans la pratique de journaliste, parce que c'est important de réfléchir à nos biais qui influencent aussi notre travail de journaliste. Et donc, on avait pensé à une semaine dans la maquette avec des débats, des ateliers, des cours théoriques sur le modèle des ateliers stéréotypes qu'il y a à l'IPJ Dauphine. Ensuite, donc, on avait un autre atelier qui était sur le point de vue des discriminations. Donc, il y a bien la transition avec le fait que parfois, il peut y avoir un rejet de la diversité qui amène ces discriminations. Et donc, au sein des écoles, mais aussi dans les stages. Et donc, on est parti d'un constat qui était qu'on avait des référents anti-discrimination, mais que ils n'étaient pas toujours bien identifiés, ni leur rôle. Et donc, on s'est dit que comme proposition, ce serait l'idée qu'en début d'année, le référent se présente clairement et explique à quoi il peut servir. On avait aussi pensé au fait de mettre un étudiant qui soit aussi référent anti-discrimination pour qu'il y ait un binôme prof-étudiant. Une autre mesure, c'était d'avoir une journée d'organiser de sensibilisation au sexisme et discrimination avant les départs en stage, de manière à expliquer les recours possibles concrètement quand on est face à cette situation-là.
et aussi peut-être une charte anti-discrimination qui soit signée par les écoles et par les étudiants. On voulait aussi mettre en place un processus de signalement des intervenants en cas de comportement problématique. On avait peut-être pensé à un signalement lors d'une appréciation anonyme à la fin de l'année. Ça reste à définir pour que ce soit bien fait. Et ensuite, ben voilà, c'est tout en fait. J'ai fini. Et du coup, 7e et dernier atelier thématique sur lequel on a réfléchi pendant ce week-end, c'est la thématique des conditions de travail dans les rédactions. Et je cite contre l'excuse du métier passion, justement. Donc il ne s'agissait absolument pas de nier le fait que c'est un métier passionnant, que c'est un métier prenant, que bien sûr, des fois, l'actualité justifie des horaires qui débordent largement. On est tous extrêmement conscients de ça. Et pour autant, et là encore, je cite le communiqué, nous ne voulons plus que la passion journalistique soit un argument brandi pour excuser des abus dans les conditions de travail, dans l'entretien d'une situation précaire ou encore des conditions sur la santé mentale. Il y a eu vraiment, vraiment on a eu besoin, je pense, d'en parler pendant ces états généraux. Il y a eu des gens qui nous ont expliqué un petit peu que dans les discours inauguraux, des fois, il y avait des discours comme ça assez toxiques, et c'est le terme qui est beaucoup ressorti. Une étudiante qui disait notamment, certains professeurs et anciens journalistes se vantent que ce métier leur a coûté leur mariage, se vantent de l'avoir fait passer avant tout. Et de cette manière, nous laisse entendre que si nous, on n'est pas prêts à faire les mêmes sacrifices, on n'est pas des bons journalistes, que pour eux, tu es journaliste avant tout. Et voilà. Et il y a vraiment quelque chose qui... Enfin, nous, on s'est vraiment tous un peu inscrits en faux contre ces discours qui nous ont marqués quand on est entrés, et contre voilà, la dimension sacrificielle, des fois, qu'on ne trouvait pas forcément saine et pas forcément nécessaire pour faire ce métier de manière extrêmement sérieuse et en étant sincèrement impliqué dans ce qu'on fait. Il se trouve que, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de creuser un petit peu ce sujet puisque je fais mon mémoire sur les journalistes qui ont quitté la profession, donc dans la continuité du travail notamment de Jean-Marie Charon et Adenora Pigiola, sur la notion de désenchantement à l'œuvre. Et quand j'ai fait mes entretiens avec des journalistes sortis d'école et des journalistes encore en école qui se posent des questions sur le fait de continuer ou non dans la profession, cette question du métier passion ressort énormément comme quelque chose d'extrêmement violent qui les a fait douter de leur capacité à faire ce métier parce qu'ils avaient l'impression que c'était un monde de fous et que dans leurs priorités personnelles, ils avaient aussi envie d'avoir une vie et qu'on leur conseillait des fois de mentir, de dire qu'ils étaient célibataires lors d'un recrutement. Enfin, on a vraiment ce genre de témoignages qui ressortent et qui m'ont frappé et dont on a parlé beaucoup pendant ces états généraux. Donc au niveau des propositions, on parlait notamment d'avoir des cours spécifiques sur le droit du travail. Je sais que dans certaines écoles, il y a des cours sur le droit de l'information, mais voilà, qu'on arrive relativement armé aussi pour dire bon, ben, là, on est quand même vraiment en dehors du cadre et c'est pas tenable. D'avoir aussi d'aborder ces problématiques liées à la santé mentale au sein de l'école, de libérer la parole, monsieur, voilà, le terme n'est peut-être pas le bon, mais de banaliser aussi le droit en fait à être fatigué, le droit à avoir des limites et à avoir besoin de les identifier pour voilà, rester épanoui, on va dire, et en bonne santé dans ce métier. On a quand même des burn-out des fois dès l'école. Et c'est quand même assez alarmant. On a parlé du fait que forcément, des fois, ces logiques qui existent dans les médias existent déjà dans les formations. Et donc, c'est aussi pour ça que certaines désillusions, désenchantements qui se font par la suite prennent leur source déjà au sein des formations. Donc de ne cesser de reproduire un petit peu ces logiques-là, de faire intervenir des spécialistes du burn-out, de parler de ça au sein des écoles, ça nous paraissait très important. Voilà. Mettre en avant aussi dès l'école potentiellement la presse indépendante, des modèles alternatifs aussi. Il y a plein de façons de faire ce métier. Il n'y a pas que le hard news et certains adorent ça et c'est super aussi. Mais voilà, il y a 1000 façons de le faire. Il y a plein de profils différents et on a eu l'impression que des fois, au moment de l'insertion professionnelle, on nous poussait vraiment vers cette monovoie un petit peu et c'est quelque chose qui est aussi beaucoup ressorti dans les entretiens que j'ai fait pour mon mémoire. Des gens qui du coup se sont pas sentis écoutés dans leur désaccord et dans leurs inquiétudes par rapport à la suite. Et donc de demander aux écoles aussi, on en a parlé, de ne plus accepter les combines de certains médias qui consistent à prendre des stagiaires pile 45 jours pour éviter toute forme d'indemnisation ou de paiement. Donc voilà, il y a certaines écoles qui le font, qui disent bah non, nous on refuse, on ne vous signe pas de convention de stage dans ces conditions-là. On aimerait bien que ça soit le cas partout, voilà, parce qu'on se dit que c'est un peu le seul moyen aussi d'éviter que ça existe et que du coup ça habitue aussi les étudiants à ce genre de pratique en se disant bon bah c'est pas grave, j'ai mon stage, c'est l'essentiel. Il y a quand même un cadre et c'est important qu'on arrive en ayant conscience de ça et qu'on puisse être armé derrière
pour ne pas se faire exploiter. Donc voilà pour la liste un peu non exhaustive de toutes les propositions qu'on a faites. Je vais quand même ajouter à quelque chose. Si mon ordi ne se met pas en veille, ça sera mieux. Oui, c'est que du coup, suite à tout ça, on s'est quand même dit qu'il fallait trouver un moyen, donc ces propositions qui sont maintenant écrites, d'inscrire ça dans la continuité. Déjà, la continuité pour la représentation, on parlait tout à l'heure de cet enjeu de faire le lien entre le moment où on est en école, le moment et l'après, justement, le moment où on en sort. Donc est né assez spontanément et assez rapidement pendant ce week-end le projet d'un comité de représentation des jeunes journalistes. D'abord pour faire suite donc aux États généraux, pour que ça soit quelque chose de durable, pour que les prochaines générations puissent continuer à apporter des propositions, à suivre celles qui vont peut-être pouvoir être mises en œuvre, que ça fasse le relais. On s'est aussi dit qu'à la sortie de l'école, il y avait des besoins spécifiques liés à la pige, liés à cette insertion un peu en pointillé, et que c'était pas toujours évident de se rassembler à ce moment-là, de se sentir représenté. Et qu'il y avait un espèce de gap entre le moment où on est en école et donc on a cette institution au-dessus de nous et le moment où on est vraiment salarié, où on a des syndicats, où il y a des groupes possibles, et qu'entre les deux on a un espèce de ventre mou où c'est très compliqué. Donc l'idée de ce comité, il y a un groupe de création en ce moment qui travaille dessus, donc c'est vraiment encore extrêmement embryonnaire, mais on aimerait que donc, chaque école ait un siège au sein de ce comité, et même deux, c'est-à-dire un siège pour un élève qui est au sein de l'école, en M1 ou en M2, et un siège pour un élève qui est déjà sorti il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc on aurait comme ça un lien qui se ferait entre le moment de l'école, les besoins de l'après, et ça nous permettrait d'être aussi des interlocuteurs constitués en tant que tels vis-à-vis de la CEJ, vis-à-vis de toutes les autres organisations. Et donc idéalement, on aimerait, on travaille dessus, que les États généraux soient le lancement de ce premier comité de représentation des jeunes journalistes et que ça puisse instaurer cette continuité dans la suite. Donc voilà, je ne sais pas trop si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou si Anne, je vous rends le micro pour conclure. Oui, bien sûr. Non, je veux juste dire quelque chose dans le sillage de ce que vient de dire Léa. Vous avez sans doute vu que la Conférence nationale des métiers du journalisme était précisément sur l'écart entre les attentes, les aspirations, le métier exercé, le métier rêvé, le métier exercé. Et il y a une phrase qui m'a frappée, qui a été prononcée à la CNMJ, non pas par un journaliste, mais par un professeur de management, donc il y avait une vision extrêmement large, en tout cas de ce qui se passait, notamment sur les aspirations des jeunes en général et pas réservées au journalisme. Et donc je reprends sa phrase, c'est « Dans un contexte où il n'y a plus d'emploi à vie, tu dois me faire des promesses pour aujourd'hui et pas pour demain ». Je pense que c'est exactement ça aussi qui est au cœur des États généraux, c'est que l'idée qu'on doit manger de la vache enragée pendant quelques années avant d'arriver à une situation qui soit agréable, épanouissante, je pense que cette idée-là, en tout cas, ne colle pas avec les attentes de la jeunesse du moment. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder de part et d'autre pour voir comment les jeunes journalistes peuvent avoir d'entrée de jeu des conditions de travail épanouissantes. Voilà. Je passe la parole à Arnaud. Non, très brièvement, parce que tu as rappelé effectivement ce lien, tu as fait ce lien avec la dernière CNMJ, effectivement, qu'il fallait faire, puisque voilà, et nous saluons le secrétaire général de la CNMJ qui est dans cette salle. Et puis, non, pour dire aussi que voilà, sur le côté métier-passion, voilà, je disais tout à l'heure en introduction que nous, école, nous sommes au bon endroit aussi pour voir ce qui monte et tout ça. Et effectivement, nous voyons monter, et depuis quelques années, cette double affirmation que, vous continuez à être absolument passionné par ce métier que vous avez choisi, et vous avez fait beaucoup d'efforts pour parvenir dans ces formations, etc. Voilà. Et puis, pour autant, non, vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier pour ça. Or, devant vous, si je puis dire, il y a des générations effectivement de journalistes qui, eux, pour le dire vite, ont été élevés à la dure et se disent qu'il en a toujours été ainsi et que ça continuera comme ça. Et cet état d'esprit, il est encore présent. Alors, pour une part sans doute, puisque vous le dites, dans les écoles, mais aussi dans les entreprises de presse, évidemment, et que, voilà, et que là, pardon, c'est une toute petite conviction personnelle, mais je rejoins Anne pour dire que, effectivement,
ce que vous êtes en train de porter est plus fort que simplement des jeunes professionnels qui n'ont pas encore été suffisamment préparés au métier, assouplis. Et donc voilà, et qu'il est, il nous semble très important que justement dans le cadre des États généraux, cette parole-là puisse être portée et puisse être entendue. Et qu'à partir de là, peut-être que des tas de choses pourront évoluer, aller vers du mieux, s'agissant notamment de cette question dont il a été beaucoup question aussi jeudi dernier à la CNMJ à Dauphine, autour du management des médias, évidemment. Voilà, hein. Donc tous ces sujets-là sont des gros sujets, des grands sujets, ils se tiennent, et donc on espère vraiment que dans le cadre des États généraux, eh bien, ce sera le meilleur lieu, le meilleur terreau, le meilleur lieu d'éclosion pour tout ça. Je voudrais juste préciser quelque chose, c'est qu'il y a plein de sujets, et il y a aussi plein de salles dans le lieu qu'on aura les 3 et 4 octobre, voilà, donc on pourra accueillir beaucoup de monde, voilà, et venez nombreux. Alors merci Anne, on va peut-être passer le micro pour des questions. Alors, pardon, mais il y a un monsieur juste derrière qui a un centième de seconde, ça s'est joué. Hein. Merci. Bonjour. Je voudrais juste faire 2 remarques par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Je voudrais d'abord saluer la maturité professionnelle dont j'ai été le témoin de la part des étudiants ici présents. J'ai envie simplement de vous féliciter par rapport aux enjeux que vous avez posés et puis surtout aux propositions, parce qu'il y en a un certain nombre qui me paraissent extrêmement intéressantes. Et quand on désespère parfois de la jeunesse, ça fait plaisir d'entendre des jeunes journalistes matures. Voilà, donc félicitations, bonne chance pour vos négociations, parce que certaines vont être compliquées, j'ai bien compris, et délicates avec certaines institutions. Mais en tout cas, je voulais saluer votre maturité dans les débats que vous avez présentés tout de suite. Par contre, j'ai une interpellation, une question par rapport au jeune homme de Tours qui a fait œuvre de synthèse tout à l'heure sur le socle commun que vous avez évoqué par rapport à l'ensemble des 14 écoles de journalisme. Je m'étonne d'une contradiction que j'ai entendue, puisqu'il me semblait que le référentiel de la CPNJ, qui a été précité tout à l'heure, impose un certain nombre de socles communs en termes de prérequis de formation. Et il semblerait que vous ayez des distorsions. Donc j'étais un peu surpris et je voulais relever cette contradiction qui m'étonne. Donc si quelqu'un peut répondre à ce paradoxe apparent, je vous remercie. Je sais pas sur. Non, mais c'est plus sur la connaissance des deux. J'ai peut-être pas été clair du coup concernant le socle commun. Il est respecté par toutes les écoles. L'idée c'était d'aller plus loin en fait dans ce socle commun et de permettre en première année, en seconde année, d'avoir une pratique minimale en termes de radio, de télévision, etc. pour justement éviter qu'il y ait des traitements inégaux à la sélection en alternance et après à la sortie d'école. C'était juste ça. Après, ce qu'on nous a dit, c'est que malheureusement, ça ne dépend pas. La CEJ n'a pas vocation à mettre en place cela, dans la mesure où elle n'est pas supérieure hiérarchique des écoles et qu'elle n'est pas la seule décisionnaire. Mais peut-être que M. Schwartz pourrait préciser un peu plus. Non, de fait, oui, pardon, je vais peut-être m'éloigner de la. De fait, oui, la CEJ, c'est l'association des 14 écoles qui restent effectivement maîtres de leur destin et mettre en œuvre leur pédagogie, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, en fonction de leur histoire, en fonction de leur tradition pédagogique, en fonction de leur territoire aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui participent de nos identités très différentes les unes des autres. Et en plus, je crois qu'il y a une conviction que nous partageons, c'est que nous sommes tous très différents les uns des autres. Il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques, il y a des écoles plus récentes, il y a des écoles plus anciennes. Il y a des écoles dont le coût se réduit au droit d'inscription à l'université, et pour d'autres c'est plusieurs milliers d'euros, etc. Voilà, mais on a tous aussi nos spécificités pédagogiques, comme vous l'avez rappelé. Donc tout ça, c'est en fait une richesse. Et donc on peut pas, effectivement, il est compliqué de rentrer
dans un système qui, je pense, en fait, aboutirait à plutôt un appauvrissement qu'à un enrichissement, où trop de choses seraient... voilà. C'est vrai que ce point commun qui nous rassemble et qui est la raison de notre adhésion à la CEJ, c'est ce référentiel. Alors là, je ne veux pas parler au nom de la CPNEJ, hein, qui élabore ce qu'on n'appelle plus d'ailleurs un référentiel, mais les attendus de la profession. Mais voilà, avec une volonté aussi justement de laisser aux écoles de quoi exprimer aussi leur identité et voilà. Donc je pense que ça c'est important à avoir en tête. Pour autant, ce que vous portez est à entendre aussi. Voilà. Et après, j'ai envie de dire à chaque école d'en faire son miel aussi. Voilà. Alors, oui, alors attendez, parce que est-ce que nous sommes en train de faire une digression ou est-ce que nous passons la parole à... Voilà. Oui, en lien avec ça. Alors Jacqueline, et puis juste derrière... Très rapide. Dans toutes les propositions, elles sont effectivement, je salue votre maturité comme ça a été fait avant. Dans toutes les propositions, certaines s'adressent aux écoles, d'autres s'adressent aux médias, c'est-à-dire aux employeurs, d'autres s'adressent aux institutions, ça peut être à CCIGP comme les ministères. Et je voulais savoir comment justement vous alliez adresser à chacun les propositions qui les concernent eux et comment il y aura une communication autour de cela. Parce que les écoles, j'imagine qu'elles vont se retrouver entre elles à un moment donné dans les états généraux. Mais ensuite, il n'y a pas que les écoles, il y a surtout les employeurs, les médias, ça me paraît un élément très important. Et voilà, je voulais savoir comment vous alliez organiser ça et comment transporter ces questions auprès des employeurs. Moi, c'était juste une petite mise au point technique à propos de la CPNEJ, parce que je faisais partie des rédacteurs du référentiel. Et juste pour dire que la CPNEJ ne veut pas aller trop loin dans le détail. Par exemple, elle n'a mis aucune indication en termes de temps. C'était un débat au sein de la commission, mais précisément, tout simplement aussi parce qu'on rentre dans les établissements, soit au niveau bac, soit au niveau bac plus 2, soit pour passer un master. Donc déjà là, il n'y avait pas cette possibilité. Il fallait laisser le plus largement possible à chaque établissement de développer ce qui était sa propre identité. Voilà. Oui, je peux répondre peut-être avec ce micro-là. Pour répondre à la question sur le processus, les écoles vont se réunir le 1er juin entre elles pour partager un certain nombre de diagnostics et y compris regarder ces propositions venant des étudiants et ensuite décideront de la suite que les écoles veulent donner en fait à ces propositions et à ces différents diagnostics aussi les fameuses études que j'ai évoquées en début d'atelier. Et bien évidemment, vous l'avez tout à fait fort justement fait remarquer, il y a des choses qui s'adressent aux écoles, il y a des choses qui s'adressent aux métiers, il y a des choses qui relèvent des institutions, il y a des choses qui relèvent des représentants paritaires du métier. On va faire le tri. Et on va essayer de faire des circuits efficaces en choisissant nos combats et en tout cas en choisissant justement avec l'idée qu'il y ait une réalité d'évolution. Voilà. Il y aura des productions intellectuelles de type recommandation ou livre blanc, enfin dans cet esprit-là, mais l'idée c'est qu'on arrive à créer un changement tangible. Et on va choisir, et ça va être les écoles qui vont faire leur choix sur ce qui leur semble le plus approprié dans la situation actuelle et surtout peut-être le plus pertinent en termes d'aboutissement. Parce que l'idée, c'est que ça ne soit pas que du papier ou de la réflexion, mais aussi de l'action. Oui, bah ça c'est... Non mais là on fait la cueillette, là. Effectivement, le chantier est vaste et on le sait très bien. Il y a des questions qui sont là depuis longtemps. Là, elles se cristallisent enfin parce qu'on se rassemble et qu'on les nomme et qu'on y accole des propositions concrètes. Mais de toute façon, on a conscience que ça sera sur plusieurs générations de promotion aussi, que ça va s'inscrire dans le temps long, d'où l'intérêt du comité qu'on évoquait. Ça ne va pas se faire demain, c'est sûr. Il y a un tas de choses qu'il va falloir préciser, travailler avec les acteurs concernés directement. Donc voilà, il y a cette conscience que c'est sur le temps long et il y a cette volonté de se donner des outils aussi pour que les prochaines générations s'en saisissent et que petit à petit des choses cheminent, quoi. Voilà. Oui,
Donc Nicolas Souris, je suis à l'école de journalisme de Tours, 24 ans de mariage, 30 ans de vie commune, donc c'est faisable. Il y a une question que je me pose qui va un peu prolonger ce que disait Jacqueline tout à l'heure, c'est qu'un des piliers de notre identité professionnelle, nous les journalistes, c'est que c'est une profession ouverte. Enfin, dite ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de formation pour postuler à un poste de journaliste dans telle ou telle rédaction. Est-ce que cette notion, vous l'avez mise de côté dans vos réflexions, dans vos débats, puisque vous vous interrogez sur l'entrée dans la profession? Est-ce que vous êtes aussi posé la question du liant et du lien qu'il faut faire avec ceux qui ne sont pas dans les écoles, et notamment dans les écoles dont le cursus est reconnu par la CPNEJ? Donc, est-ce que vous avez travaillé sur cette focale-là ou pas? Alors oui, effectivement, je pense que d'abord, le fait est que nous, on est tous issus d'une des 14 écoles reconnues, donc on a tous fait le choix, pour des raisons qui nous sont propres, de suivre un de ces cursus-là. Donc forcément, au début, on s'est concentré déjà sur les problématiques qui nous concernaient, et on n'a pas forcément écrit de choses à ce sujet, mais c'est quand même quelque chose qui a traversé un petit peu les états généraux. On s'est posé la question on représente en fait 20% derrière des effectifs dans les médias, il y a quand même 80% de nos confrères qui ne seront pas sortis de ces écoles-là, et ça serait intéressant effectivement aussi de discuter. Après, il ne s'agissait pas forcément d'effacer aussi l'indistinction entre les écoles reconnues et non reconnues pour un tas de raisons qu'on connaît tous aussi. Certaines sont plus accolées à des parcours de communication et qu'on tient quand même à faire la distinction entre les deux professions. Mais non, c'est sûr que ça serait intéressant aussi d'élargir un peu ces questions-là. Ça n'a pas forcément été le cas de manière précise et écrite, en tout cas pendant le week-end des États généraux. Bonjour à tous. Moi, ma question, j'aimerais bien revenir sur la possibilité de créer une plateforme comme Jinkyo, mais pour les étudiants. Je sais pas si ce serait une bonne idée, dans le sens où, à force de multiplier les plateformes, est-ce qu'on risque pas de créer des plateformes de niche où il y aurait que des toutes petites communautés qui se créeraient? En fait, j'avoue que je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi ne pas se contenter qui est déjà une plateforme qui est faite pour les journalistes et qui est faite aussi pour les étudiants? Qu'est-ce qu'elle aurait de plus, en fait, cette plateforme pour les étudiants en journalisme? Voilà. Moi j'ai détaillé les propositions de cet atelier, j'ai pas énormément travaillé dessus, mais on est un peu venu, je pense, aux mêmes conclusions. L'idée c'est d'ouvrir un débat là-dessus, et après, au fil des semaines et des mois de travail, peut-être justement de dire qu'au sein des formations, on pourrait faire en sorte de tous créer un profil pour être sur cette plateforme-là. Faut en débattre, mais c'est vrai que c'est une question à prendre en compte. J'ai pas la réponse aujourd'hui. On a souvent évoqué le terme de plateforme dans plusieurs propositions. Il y en a, bien sûr, il s'agira de la même. Hein. La CEJ est aussi une interface qui peut servir à plein de choses, la bourse matérielle, les cartes interactives. L'idée, c'est que tout ça soit ensemble, évidemment. Je trouve que c'est très important, et c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a eu, de distinguer la phase de recherche et de brainstorming avec la phase action. L'objection que vous avez, elle est tout à fait pertinente. Elle va évidemment être évoquée, et puis les écoles vont ensuite, pour ce qui les concerne, en tout cas, décider de ce qui leur paraît le plus opportun. Bonjour, Pierre Savary, je suis le directeur de l'école de journalisme de Lille. Deux réflexions. D'abord, merci. Merci et continuez. C'est riche, c'est intéressant, c'est foisonnant de voir les étudiants des 14 écoles discuter entre eux, faire remonter des choses. Moi, j'ai été ravi d'entendre aussi ce qui revenait et que les étudiants lillois nous ont rapporté de vos discussions. Et c'est très important et intéressant. On a certes des discussions entre directeurs d'école et on parle aussi de nos étudiants, mais voilà, que ça vienne de vous, je pense que c'est quelque chose de vraiment riche, et j'appuie pour que ça puisse poursuivre. Je vous suis également sur plusieurs choses que j'ai pu entendre, et qui est ce qui fait, à mon sens, aujourd'hui la richesse de la CEJ, c'est pouvoir observer ce qui se passe chez les autres. On a parlé de bonnes pratiques, d'observer en toute humilité. Nous, on a pu voir, tiens, dans telle école, ils ont fait ça a plutôt de la gueule, pardon de le dire comme ça, et on a plutôt envie de s'en inspirer, et parce que ça a été bien fait, de développer telle action, tel projet, telle action sur tel ou tel sujet. Donc ça, et je pense que c'est toujours extrêmement pertinent. Je suis beaucoup plus, et Arnaud l'a évoqué un petit peu, beaucoup plus prudent probablement, et voire rétif quand je vous entends,
parler d'une forme d'uniformisation qui est quelque chose qui, à mon sens, est une erreur. Est une erreur parce que si on allait très loin là-dedans, il n'y aurait plus 14 écoles, mais en fait, il y en aurait une, avec le même accès aux stages, le même accès aux apprentissages, à l'insertion que vous évoquez. Ça veut dire qu'il y aurait une école reconnue et tout le reste à côté. Et tout le reste à côté, il prendrait beaucoup plus de poids. Moi, je pense qu'on a plutôt intérêt à avoir, évidemment, le référentiel qui est le nôtre aujourd'hui, évidemment d'échanger pour tous s'améliorer et aller prendre ce qu'il y a de meilleur chez les autres, mais vraiment de conserver aussi ce que sont nos différences. Et Arnaud en a évoqué quelques-unes, différences de statut aussi. On n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes gouvernances, on a des fonctionnements radicalement différents par certains aspects. Et ça, je pense que c'est une richesse des 14 face à la profession, face aux autres. Je pense que le reproche nous serait immédiatement fait de dire, vous parliez de diversité tout à l'heure, de dire, donc en fait, il n'y a plus de diversité, quoi. Il y a un bloc unique avec une formation unique. Et ça, je pense que ça serait franchement pas quelque chose de pertinent. Merci pour votre remarque. Si je peux rebondir, en fait, je ne pense pas avoir dit ça. Et ce n'est pas ce qui est ressorti de nos travaux, c'est plus de dire est-ce qu'on ne peut pas faire des ajustements sur la formation qui pousseraient un peu justement la coopération et le socle commun un petit peu plus loin, tout en gardant l'identité, l'histoire qui est propre à chaque école. Concernant les alternances également, on est au courant que des écoles ont des tropismes avec certains médias parce qu'on est proche géographiquement. Par exemple, à Tours, on a des liens avec la Nouvelle République et c'est tout à fait normal. Mais ce serait aussi bien qu'on ait une forme d'égalité de chance vis-à-vis de l'insertion professionnelle concernant l'alternance et après, quand on rentre sur le marché du travail. Donc l'idée, c'est pas de dire on veut avoir une formation commune avec la même formation qui soit unique pour toutes les écoles. C'est pas du tout ça qu'on dit, mais c'est d'aller un petit peu plus loin et peut-être de faire tous ensemble un pas les unes vers les autres pour qu'on coopère plus entre écoles, quoi. Voilà. Oui, alors, en quelques minutes, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne bientôt. Oui, je voulais juste dire, je pense qu'en fait, on s'est aussi tous rendu compte de ça, en fait, de ce paradoxe un peu en fait qu'il y a entre le fait que à la fois il y a des différences dans toutes les écoles et à la fois il y a le côté 14 écoles reconnues, socle commun, et du coup comment on arrive à résoudre un peu ce paradoxe et est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans, et justement c'est intéressant d'avoir un débat là-dessus et d'y réfléchir. Ah c'était pour le coup c'était parfait. Non, alors oui, alors une dernière question, oui, ou remarque ou suggestion. Voilà. Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit sur le statut des pigistes, sur les difficultés aussi professionnelles qu'ont les nouveaux journalistes. Et c'est vrai que beaucoup de syndicats, parce que je vais parler pour tous, ont des jeunes journalistes qui arrivent à eux un peu désemparés à leur entrée sur le marché du travail. Et je me demandais du coup, parce que moi aussi j'interviens dans les écoles du coup pour la commission de la carte, si dans vos propositions, vous essayez de pousser un petit peu l'enseignement justement sur le cadre dans lequel vous arrivez. Parce que j'ai entendu tout ce que vous avez envie de faire passer. Nous sommes une instance paritaire. Donc il y a les journalistes et les employeurs. Et j'ai l'impression que beaucoup de vos demandes, finalement, s'adressent aux employeurs. Le statut de pigiste, il existe, il est bien construit, mais il n'est pas toujours respecté. Et le fait de vous voir avoir envie d'une action collective, moi je trouve ça assez réjouissant. Sachez que l'action collective, ça peut fonctionner. Donc surtout continuez et sachez vers qui il faut la pousser, cette action collective. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Donc on a une petite intervention de Jérémy Nisset. Ensuite, je vais rendre le micro pour une petite communication de 5 secondes à Jacqueline Papet et puis on terminera. Oui, je vais faire très court et en ayant entendu ce qu'étaient vos remarques, c'est plus une façon de guider ce que seront les échanges en octobre. Elles m'ont beaucoup fait penser, quand même j'étais étudiant en école de journalisme, à des choses que l'on avait, et des remarques que l'on avait, des demandes. Ma suggestion, elle sera la suivante, parce qu'au fond, elles sont nombreuses, vos demandes, sans doute peut-être de les prioriser, en n'oubliant pas une chose, c'est que par rapport à d'autres masters, et vous nous en faites la remarque parfois, vous êtes constamment à l'école, en gros, du lundi 8h jusqu'au vendredi à 19h. Ce qui est sans doute beaucoup trop. Et si on y ajoute ce que sont vos demandes-là, elles viennent faire exploser ce qu'on appelle les maquettes.
N'oubliez pas qu'il y a une part aussi de la formation universitaire en tant qu'étudiant, et ça les étrangers le savent encore davantage, qui est de se former aussi soi-même à certaines de ces techniques, de ces astuces ou autres. Donc je ne suis pas en train de botter en touche, vous le comprenez, ni même mes collègues, mais il y a des moments aussi sur ce que vous évoquiez par rapport au réseau, par rapport au fait d'aller emprunter à d'autres pratiques, etc., qui peuvent se faire par soi-même et qui sont parfois plus constructives que quand elles sont encadrées. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous voulez ajouter, finalement, il faudrait ajouter le samedi et le dimanche à votre maquette, et ça c'est bénéfique pour personne. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, dans la dynamique des états généraux, il y a une réflexion sur d'éventuels cursus en ligne ou modules en ligne qui pourraient être accessibles à la demande à tous, voilà, sur des sujets qui peuvent être tout à fait en lien avec ceux qui ont été évoqués. Très bien. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à la remarque, je pense que toutes les propositions qu'on a faites sur la formation, on est au courant que ça ne pourra pas être mis en place. Je pense que c'est plus l'idée d'interpeller et de dire pourquoi pas mettre ça en place, pourquoi pas faire évoluer les choses comme ça ou comme ça. Et je pense que c'est après aux écoles de les prendre ou de ne pas les prendre, mais il y a vraiment des pistes de réflexion à étudier. On est au courant que tout ne sera pas mis en place et qu'on a déjà un programme très, très chargé. Parfait. Alors Jacqueline, tu avais une petite communication. C'était juste pour dire, on a évoqué la CNMJ tout à l'heure, donc la Conférence nationale des métiers du journalisme, dont les 14 écoles sont le pilier. Et l'année dernière, notre journée était autour des risques pris par les journalistes. Et les actes ont été écrits de cette journée et ils sont là. Je ne sais pas où, mais on va les retrouver. Donc il y a 400 brochures qui peuvent vous intéresser puisque c'est effectivement autour des risques pris par les journalistes. Et la journée de cette année, donc journalisme rêvé, enseigné, pratiqué, donnera lieu aussi à des actes écrits et qui seront en ligne très, très rapidement. Voilà, c'était juste ça. Parfait. Bah, écoutez, moi, je tiens à remercier vraiment tous les étudiants ici et étudiantes ici présents ce matin, à vous remercier de votre intérêt. Les débats qui ont déjà été riches ce matin et les échanges de vues montrent que ces états généraux, voilà, oui, ont commencé, vont continuer à se nourrir. Et puis surtout, l'intérêt, c'est vraiment que au mois d'octobre à Paris, on puisse vraiment réunir le maximum d'acteurs. Vous le soulignez, madame. Concernés, employeurs, mais aussi voilà, syndicats, enfin tous les acteurs du secteur pour que la parole, pour reprendre les mots d'Eléa, se libère ou en tout cas circule le plus efficacement possible. Et puis évidemment, à partir de là, pouvoir construire du concret. Voilà, merci infiniment pour cette... Merci.